J'avoue que j'ai pas eu un parcours scolaire assez brillant. Pour être docteur, on n'est pas forcément obligé d'être un génie. Ok. Elle va intégrer un groupe à l'école où la seule condition, c'était de toucher la drogue. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans un groupe. Ça commence par le choix du conjoint. C'est ça. La filière dans laquelle nous sommes inscrits n'est pas forcément celle dans laquelle nous voulons travailler. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Génération Leader, le podcast de la Fondation Cheikh Bokari Fofana qui, comme vous le savez, à chaque épisode vous permet de découvrir des personnages qui, à travers leur parcours, leur foi, leur engagement, leur détermination, façonnent un leadership qui peut inspirer plus d'un. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir avec moi celle que j'affectionne bien, que j'appelle docteur. Il s'agit de docteur Diarra Souba, née Amisha Woria, qui est maître assistante à l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société à l'université Félix Houphouët-Boigny au département d'anthropologie. Elle est une mère accomplie puisqu'elle est mariée et mère de 3 enfants. Docteur Amisha, ou bien docteur Diarra Souba, j'allais dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Amisha, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. En tout cas. Madame Diarra Souba. Madame Diarra Souba, docteur Amisha. Oui, je vais faire comme ça. Et vraiment, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. C'est que c'est pas souvent très facile. C'est moi qui vous remercie. Je suis très contente également. Ok. Alors vraiment, je pense qu'on va profiter de ce moment-là quand même pour que tu nous permettes, parce que c'est pas souvent le cas, tu es assez discrète, faut le dire, et qu'on puisse rentrer un peu dans ton univers. Je pense que un univers un peu privé, mais c'est fait à dessein pour que ça puisse servir d'exemple à surtout nos jeunes sœurs qui ont besoin de repères, qui ont besoin de personnes d'exemple pour pouvoir elles aussi se façonner un chemin, mais aussi pour les jeunes garçons, bien entendu, mais plus particulièrement pour les filles. Alors, quand on dit docteur Amisha Woria, je pense que pour beaucoup, ça peut interroger dans le contexte ivoirien. Alors, et docteur Amisha, aujourd'hui, vous avez un parcours, vous êtes parti de quelque part pour être docteur. Alors, expliquez-nous de façon quand même assez explicite qui vous êtes. Merci beaucoup, cher aîné, de me donner la parole, n'est-ce pas, de m'ouvrir, n'est-ce pas? J'espère que tout ce qu'on va partager aujourd'hui sera, n'est-ce pas, pourra orienter plus d'un parmi les jeunes et tous ceux qui nous écoutent. Alors, je suis Amisha Afibé Woria, voilà, native de la ville de Beaunois, là où j'ai fait ma petite enfance, le primaire, le lycée. Voilà, et j'avoue que j'ai pas eu un parcours scolaire assez brillant. Ça, j'étais moyenne. Voilà, j'étais moyenne jusqu'à après la classe de CM2. Voilà, c'est à partir de la classe de 6e que par la grâce de Dieu, en tout cas, je suis montée en puissance. Okay. Voilà, parce que là, après le parcours de 6e, 5e, 3e, j'ai été boursière et tout. J'ai eu un bac moyen aussi, 200 points. Okay. Voilà, donc, pour être docteur, on n'est pas forcément obligé d'être un génie. Okay. Voilà, on vient à l'université par la grâce de Dieu, par la persévérance. Je le dis, je n'avais pas prévu dans ma vision être docteur tout de suite. Je suis beaucoup intéressée par tout ce qui tourne autour de la santé, apporter de l'aide aux personnes directement. Donc, ce que je voyais, c'était de faire au moins la licence, voilà, et passer par un concours, l'INFAST, par exemple, qui forme les agents de santé, ou l'INFAST, qui forme les agents aux activités sociales, n'est-ce pas, et rentrer dans le monde professionnel. Mais après l'expérience, je vais dire, d'échec, passer à ces 2 concours-là,
je me suis interrogée et j'ai poursuivi. Comme je le disais, j'ai dit, l'échec était le chemin. Ok. Il fallait passer par ces voies-là, n'est-ce pas, pour avoir une autre vision. Et je me suis dit, moi, Amicia, je reste à l'université. Je fais le master, je fais le doctorat. Et tout ça s'est passé pendant les 8 années universitaires, exactement, par la grâce de Dieu. Je sors à l'université, voilà, 8 ans après, avec le doctorat, et je ne m'arrête pas. Je me challenge, n'est-ce pas, pour le concours de l'assistanat. Une année après, et ça marche par la grâce de Dieu. C'est vrai, dit comme ça, on a l'impression que c'est facile. Mais je vais revenir encore. Quel était l'environnement familial à Beaunois? Parce que, excusez-moi, les gens, Beaunois, pour ceux qui nous écoutent, c'est une ville Akan, majoritairement chrétien ou peut-être animiste pour les religions africaines. Mais avoir une Amicia qui vient d'une famille musulmane, est-ce que vous pouvez lever un petit coin de voile quand même sur la famille dont vous êtes ici? Alors, c'est une expérience, c'est une histoire très palpitante. Oui. Voilà, je ne dirai pas tout parce qu'on ne va pas quitter l'enregistrement. Alors, je viens d'une famille à Bourré, musulmane, où mes arrière-grands-parents se sont convertis. Voilà, et par la grâce de Dieu, avec les mariages, toujours avec des femmes à Bourré converties. Voilà, donc nous, à notre tour, nous avons hérité de l'islam. Oui. Voilà, donc, je vis dans la grande cour avec mon grand-père, ses épouses, ses enfants. Voilà, donc, mes tontons, en majorité, je suis avec mes tontons, mes tantis, et voilà, des cousins aussi. Oui. Tout le monde ne partait pas forcément à l'école. Oui. Voilà, parce que dans la vision du vieux, c'était vraiment la religion. Donc, pour la plupart, c'était l'école Mandarassa. Okay. C'est seulement les plus jeunes, ceux de ma promotion, je vais dire, je suis de 87, donc voilà. Donc, ceux, généralement, de ma promo, c'est ceux-là qui ont eu la chance de continuer. Et j'étais parmi ceux-là. J'étais beaucoup appuyée par ma maman. Voilà, une femme très engagée qui est mon mentor principal. C'est d'elle que je m'inspire, très engagée, une femme entreprenante qui jusqu'à présent ne lâche rien, continue l'entrepreneuriat d'ailleurs, qui m'a toujours boostée. Elle me disait en langue abourée, c'est ce qu'on parle à Beaunois. Bien sûr. Elle me disait, oh, pourquoi tu vas faire un petit. Si je veux vraiment traduire ça, c'est-à-dire l'être humain, il n'y a pas de petit être humain. Pourvu que nous avons tous de la valeur, que nous soyons une femme, que nous soyons un homme, nous avons de la valeur. Et elle m'a toujours orientée vers ça. Elle m'a encouragée, n'est-ce pas? Et après ce parcours-là, à Beaunois, j'obtiens le bac. Comme je l'ai dit, voilà, un bac au moyen. Je viens à l'université. Là encore, ça n'a pas toujours été facile, mais par la grâce de Dieu, on a commencé et peut-être qu'on en parlera tout de suite dans votre prochaine question. Alors, c'est vrai que ce qu'on retient là, c'est que vous avez l'accompagnement de la maman. C'est vrai que dans cette grande cour-là, où on peut dire, c'est un fourre-tout, tout le monde, il y a un foumirement, mais la maman devient la coach qui motive, qui identifie, pour dire le rôle crucial de la mère, pour t'inculquer disons, le sens de la combativité, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance en soi. Quand elle dit personne n'est à négliger, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en toi. Il y a des valeurs que tu dois pouvoir extérioriser. Et ça, souvent, c'est important parce que il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Ils ont beaucoup de qualités, mais ils n'ont personne pour les booster. Eux-mêmes, ils sont un peu hésitants alors qu'ils sont pétris de... Et ça, je pense que c'est important pour nous tous. Et savoir observer les enfants, savoir dire aux enfants de croire en eux. Je pense que ça, c'est une véritable leçon que nous retenons tous. Maintenant, vous arrivez à Abidjan, comme on le dit, vous atterrissez à Abidjan, l'université, mais en même temps, comment se fait le contact avec... on est musulman, mais devenir militant, c'est un autre stade. Alors, c'est quand ce moment j'allais dire, au moment où vous abordez le champ du militantisme.
cet engagement-là? Oui, alhamdoulilah. Alors, avec le militantisme, déjà, ça commence à Bounois. Voilà où j'entends pour la toute première fois AEMC. Oui. Mais ça résonnait dans ma tête très, très fort. C'est une petite sœur d'Erasouba Aminata qui me dit, tu connais pas l'AEMC? Là, j'étais dans un lycée de jeunes filles où il n'y avait pas de session d'AEMC. J'étais en classe de 4e. Elle dit, mais tu n'as jamais entendu parler de l'AEMC? J'ai dit non. Elle dit, c'est l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais waouh, quelque chose comme ça existe. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et tout? Et je suis très intéressée. Et c'est comme ça que ça commence. Voilà, je participe timidement à quelques activités, puisque dans la section, dans mon école, il n'y avait pas de section. Mais après la classe de 3e, où je suis orientée dans un autre lycée, là où il y a une section AEMC, ça a commencé vraiment donc dans la classe de seconde, après première terminale, où j'occupe des postes dans le bureau de la session et ensuite du sous-comité. Oui. Et je viens à Abidjan. Déjà, à Bounois, j'étais très intéressée par ce qui s'est passé à Abidjan. J'ai dit, c'est vrai, votre militantisme de Bounois, là, c'est chic, mais quand on parlait des séminaires, de la journée de la militante de l'AEMC, ma première, c'était en 2006, j'étais en classe de seconde, j'ai tout fait pour donner. Et ça a eu une grande influence sur moi parce que la première fois que je participais à cette activité-là, c'était ma première fois de voir des jeunes filles de mon âge ou encore plus jeune, réciter le Coran, mais avec une aisance. Je suis repartie avec la frustration. J'ai dit, mais moi, ce Coran, il faut que je sache le lire. Et l'université a été un cadre d'apprentissage au cours n'est-ce pas, du militantisme aussi, à la mosquée Youssouf Al-Qaradawi, où on a eu la chance. Je vais remercier tous les oustas, les jeunes étudiants aussi, qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné le goût, n'est-ce pas, de la lecture du Coran. Alors, je suis en anthropologie, on me responsabilise là-bas. Après le sous-comité, la licence 1, licence 2, licence 3, je suis appelée par l'ami Vama Kamagati. Mais j'ai eu la peur de toute ma vie. J'ai dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Je craignais qu'il me dise de venir travailler au comité exécutif parce que pour moi, être là-bas, c'était la crème des crèmes. Et c'est ce que vraiment l'ami aussi m'a appelé pour me dire, il dit, Amisha, je veux que tu viennes travailler avec moi. Voilà, en qualité de secrétaire national chargé des cellules féminines. Et nous avons commencé le travail et ça continue jusqu'à présent. Alors, je veux savoir, est-ce qu'en famille, je reviens sur pour la petite histoire, je sais qu'à Dabou, on s'est rencontrés, c'est en quelle année? Oui. Où j'étais formateur. Oui. Bon, alors, je veux dire que quand tu reviens, tu pars d'Abidjan, tu repars, où il y a cette motivation pour lui et autres là-bas. Le grand-père, il est encore en vie en ce moment, ou bien? Oui, le grand-père, il est en vie. Oui. Le grand-père est décédé, je crois, pendant ma première année, alors que j'étais à l'université. Donc, le grand-père était en vie. Il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Il nous accompagnait. Il nous donnait des conseils. Et j'avoue que ma plus grande joie, c'était le voir, c'était qu'il soit là pour voir ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense à lui tout le temps. C'était une porte qui nous séparait, lui et moi. Donc, on se parlait très souvent. C'était un homme très engagé dans la religion qui se battait pour la cause d'Allah. Alors, je pense qu'on on est aujourd'hui, c'est vrai, on a fait le doctorat et autres là-bas, mais aujourd'hui, tu es maître assistante à l'université. En quoi consiste la vie professionnelle? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, l'enseignant-chercheur, comme le nom l'indique, il est enseignant. Voilà, et il est aussi chercheur. Donc, dans ses activités, il donne les enseignements aux étudiants, mais aussi il fait de la recherche. Il encadre les étudiants, voilà, sur les différentes thématiques qui les intéressent. Il a des rôles aussi, voilà, au niveau de l'administration, voilà, dans les groupes aussi de recherche. Voilà, donc d'ailleurs, l'enseignant-chercheur ne doit pas se limiter seulement
dans son confort, aller enseigner et tout, il faut intégrer des groupes de recherche, n'est-ce pas, qui invitent à des colloques où on a la chance de rencontrer d'autres collègues qui viennent de partout dans le monde ou encore sortis, aller à l'extérieur, participer, n'est-ce pas, à des colloques où on rencontre d'autres personnalités, où on rencontre d'autres docteurs, d'autres professeurs qui s'intéressent aussi à notre thématique pour ouvrir notre champ, pour ouvrir notre perspective. Alors, dans ce cadre-là, en quoi, je peux dire, ce background militant, parce que quand celui qui est militant, il est très engagé. Il y a un don de soi qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que organiser des colloques, être dans l'administration, faire des choses en dehors de son métier, voilà, je pense que ce n'est pas permis à tout le monde. Est-ce que véritablement, ça a un apport significatif aujourd'hui dans ta position de maître assistante à l'université? Ça a un apport très, très, très significatif. À l'université, souvent, quand il y a les activités, les collègues me disent « Non, docteur Michel, toi, tu es mieux placé pour prendre la parole. » Voilà. Et je leur disais, vous savez, cette prise de parole-là, je l'ai apprise à l'AEMC. Voilà où on avait l'opportunité à chaque fois de s'adresser aux militants. Voilà, c'est vrai qu'au début, on est beaucoup timide, mais à force de le faire, par la grâce de Dieu, on a pu avoir cette manière on a pu bénéficier en tout cas de cette compétence-là. Et je vais dire, c'est beaucoup plus aisé pour nous, n'est-ce pas, de prendre la parole, d'accomplir son rôle d'enseignant, parce que vous savez, être dans un amphi où il y a 200, 300 étudiants, c'est vrai que pour nous, au département, nous ne sommes pas trop nombreux. Mais ça demande beaucoup de maîtrise de soi, ça demande beaucoup de savoir-faire. Je suis docteur maître assistance en anthropologie et ma thématique, c'est les comportements autour de la santé mentale. Voilà, je vous ai dit que je suis très intéressée par tout ce qui est santé. Ma thèse a porté sur la qualité de vie des personnes qui souffrent de santé mentale. Alors, l'anthropologue va s'interroger sur... ça dit en dehors de la maladie elle-même, qui peut toucher le corps, n'est-ce pas? Quel est le rapport que le patient a avec sa maladie? Comment est-ce qu'il traverse cette maladie-là? Quelle est la représentation? Comment est-ce qu'il perçoit ce qu'il vit? N'est-ce pas? Comment est-ce que lui-même, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de la qualité de sa vie? Parce que vous savez, les troubles mentaux, c'est une maladie. Quand ça vous touche, en dehors d'affecter le corps, le cerveau ralentit. Bien sûr. Pour les écoles, pour les étudiants, je veux dire, ça peut aller jusqu'à une déscolarisation, à la perte de l'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de stigmatisation aussi autour de cette maladie. Et nous travaillons, n'est-ce pas, à ce que les mentalités puissent changer. N'est-ce pas, à ce que les mentalités puissent changer, à ce que ceux-mêmes qui ont cette maladie-là puissent comprendre et puissent accepter qu'ils ne vont pas durer avec cette maladie, ils ne vont pas la traîner toujours. Donc, nous les orientons et nous, n'est-ce pas, comment je vais dire, les challengeons, n'est-ce pas, à pouvoir continuer les soins. Continuer les soins, suivre les prescriptions des médecins et se dire que cette maladie-là, on ne reste pas avec. Voilà, c'est une étape de la vie. Et après, on passera à autre chose certainement et nous les motivons. Nous faisons aussi de la sensibilisation auprès de la population. Et j'ai toujours la chance, je le fais, des conférences, même auprès des collègues aussi, enseignants-chercheurs. Le plus récent, c'était en mars avec les femmes enseignants-chercheurs à l'université de Nangui, où on a parlé de tout ce qui est activité professionnelle de l'enseignant qui peut impacter sur la santé mentale. Mais pendant qu'on y est, il y a deux questions comme ça pas mal importantes qui me taraudent l'esprit. D'abord, aujourd'hui, on sait que les jeunes, ils ont un rapport, j'allais dire, très rapproché avec la consommation de stupéfiants qui, malheureusement, affectent leur santé mentale. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, en Afrique, et ça, je pense que ça... moi, je me dis, si j'étais un pôle de décision, c'est une des solutions draconiennes que j'allais prendre, faire en sorte qu'il n'y ait plus de fous sur la route.
C'est-à-dire, vraiment, les asiles, là, construire des asiles assez respectables quand même, plus accueillis, parce que c'est des êtres humains comme nous, qui à un moment, j'ai bien mis le mot, il ne va pas vivre éternellement. On a l'impression que quand quelqu'un est fou, il ne va pas guérir. Alors qu'on peut le soigner. Je ne sais pas, quel est votre regard sur ça? Surtout à l'endroit des jeunes qui nous écoutent. L'effet des stupéfiants sur leur vie centralité. Et puis bon, quel regard, quelles recommandations vous faites aussi pour la question de fous en Afrique? Voilà. Oui, alors la consommation des stupéfiants font partie des causes, n'est-ce pas, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, des questions de santé mentale. Il y a eu dernièrement, en décembre 2025, un grand rassemblement international qui a été organisé par la Société ivoirienne de psychiatrie en Côte d'Ivoire à laquelle j'appartiens. Et nous en avons beaucoup débattu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs. Il y a un manque de repères pour les jeunes, la perte des valeurs, et ça commence à la maison. Je ne vais pas tout de suite accuser les parents, mais combien de parents se soucient de quand les enfants sortent du cocon familial, de ce qu'ils font à l'extérieur. J'ai, au cours de ma thèse, de l'enquête de ma thèse, rencontré une jeune fille. Voici son histoire avec la drogue. Ses parents sont séparés, donc elle vit avec son papa et sa nouvelle maman, avec laquelle il n'y a pas trop d'entente. Mais là même n'est pas le problème. La petite se plaignait beaucoup de l'absence de son papa. Je vais résumer. Beaucoup de l'absence de son papa. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour attirer l'attention de son papa vers elle? Elle va intégrer un groupe à l'école où la seule condition, c'était de toucher la drogue. Voilà, donc elle me dit, je n'y vois aucun goût. Je n'y vois aucun goût, mais c'était ma seule possibilité d'avoir contact avec ce groupe-là et appartenir à ce groupe. Voilà pourquoi j'ai touché à la drogue. Elle touche à la drogue et elle se rend compte que ce qu'elle a commencé là n'est pas bien. Elle veut changer. Vous savez, la drogue aussi, quand on commence et qu'on veut arrêter, c'est pas tout de suite aisé. Il faut un accompagnement. Bien sûr, il y a l'accoutumance. Et donc, l'accoutumance, effectivement, de la dépendance. Et quand elle a tenté d'arrêter, vraiment, elle a commencé à observer certains comportements. C'est là que ça a attiré l'attention de ses parents. Et elle est venue, n'est-ce pas, se faire suivre au service d'hygiène à Djamé, au service d'hygiène mentale, de l'INSP à Djamé. Et tout de suite, on va dire que cette petite fille-là, elle a touché à la drogue. Voilà, tu n'es pas bien, pourquoi tu touches à la drogue? Mais quand on va aller regarder la cause, on va toucher la cause qui l'a conduit, n'est-ce pas, à ce comportement-là. Vous voyez, l'absence du père. Donc, j'en appelle vraiment à une conscience à ce niveau-là. Que les parents soient beaucoup plus regardants envers les enfants. C'est vrai aussi, les parents font ce qu'ils veulent, font ce qu'ils peuvent, mais après, les enfants, il n'y a pas plus d'une semaine, quand je garais ma voiture, j'ai vu un groupe d'élèves, 5 ou 6 élèves, où il y avait 3 filles qui étaient en train de fumer le chicha. C'était ma première fois de découvrir, ils disent chicha électronique. J'ai été choquée tout de suite, je n'ai même pas fermé la voiture. Je suis descendue, j'ai commencé à avancer mes pas pour les rejoindre. Et je leur ai dit, donnez-moi ça. Tout de suite, ils n'ont pas accepté. J'ai fait sortir mon téléphone, faisant semblant de les filmer. Et ils se sont ressaisis. On a marqué une pause. Je leur ai dit que je suis enseignante à l'université. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. On a commencé à parler. Tu les vois, des enfants innocents. J'ai dit, mais où est-ce que vous avez enlevé ça? Non, c'était l'ami qui nous a donné. C'est un ami qui nous a donné. Et donc, les jeunes doivent faire beaucoup attention à, comment je vais dire, à ce qu'on suit. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans un groupe. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans un groupe. Et les groupes, il y en existe toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, si vous vous promenez si vous avez pour habitude d'être en compagnie avec le vendeur de parfums, voilà, il va vous transmettre un peu de l'odeur de ces parfums. Mais si vous avez l'habitude de vous promener avec le forgeron,
vous allez certainement à un moment prendre des éclats, n'est-ce pas, de feu venant du fer. Donc, c'est appeler à la conscience. Vous êtes dans un groupe, si vous savez que les pratiques là-bas ne sont pas bonnes, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Trouvez toujours quelqu'un à qui parler, parce qu'il y a ça aussi. Ils se disent que si j'en parle, on va m'accuser. Et voilà. Et vous m'avez aussi interrogé sur, n'est-ce pas, ma manière de voir le traitement de fous. Vous savez, ça fait partie du sous-développement. Voilà. Les fous, comment est-ce qu'ils se retrouvent à la rue? Les fous, entre griffes, on ne va pas dire les fous, c'est péjoratif, on va dire les malades. Voilà. Ce sont des malades mentaux. Voilà. Donc, le malade mental, il est accompagné, parce qu'il ne se retrouve pas seul là-bas. Il est accompagné à des soins dans un service de psychiatrie. Et malheureusement, il y a des patients qui sont abandonnés, n'est-ce pas, par leurs parents. Mais nous sommes dans un système où la prise en charge médicale n'est pas totale. Les pauvres agents, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le patient va se retrouver là-bas sans accompagnement, sans soins, n'est-ce pas? À un certain moment, tout le monde est fatigué, il prend la clôture et puis il part. Voilà, il se retrouve dans la rue. Il y a aussi qui ne viennent pas dans la rue forcément, quittant le service psychiatrique. Voilà, ils sont même en famille. Il y a d'autres qui sont emmenés dans des camps de prière. Voilà, quand les gens sont fatigués, voilà, ils sont lâchés. Mais tout est lié à l'accompagnement familial. Tout est lié à l'accompagnement familial. Donc, c'est vraiment à appeler à la responsabilité familiale. Le premier soutien médical pour un malade mental, c'est l'accompagnement familial. C'est l'accompagnement familial. Tant que le malade sera soutenu par la famille, il y aura toujours de l'espoir à ce qu'il trouve de la guérison. Alors, tout à l'heure, on vient d'aborder la question tu as insisté sur la question de l'accompagnement familial pour les enfants, les malades, tout ça. Ça montre le rôle important de la famille dans l'accompagnement. Même précédemment, il y a parlé du rôle de la maman auprès de toi pour te motiver. Donc, alors aujourd'hui, je te sais très engagé. Tu as une vie militante, ça l'a dit, assez prononcée. Il y a le travail, donc il y a une vie professionnelle. Il faut remplir ses devoirs vis-à-vis de l'État. Et puis aussi, il y a la vie familiale. Monsieur, madame, toi-même et les enfants. Donc, ça fait, j'allais dire, 3 gros pans de ta vie. Comment tu arrives à vraiment trouver l'équilibre pour que véritablement l'un ne déstabilise pas l'autre? Merci beaucoup. Je m'attendais plus ou moins à cette question. Elle revient souvent. Alors, déjà étudiante, je commence ma vie familiale en tant qu'épouse en classe de master. Voilà, c'est en classe de master que je me suis mariée. Et donc, ça commence par le choix du conjoint. C'est ça. J'insiste beaucoup là-dessus, surtout pour les filles, pour les filles. Je le dis, dans le contexte musulman, la femme, c'est un seul choix. Voilà pourquoi il faut prendre le temps. Je ne dis pas de traîner, mais il faut beaucoup observer, n'est-ce pas, avant de choisir. Alors, mon mari, M. Diarasouba, il sait que je suis une femme très engagée. Et avant le mariage, il m'a vue à l'œuvre. Je me rappelle quand il m'accompagnait aux activités de grands rassemblements de l'AEMC. Et voilà, on continue comme ça. C'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup. Donc, après le mariage en classe de master, il m'a accompagné jusqu'au doctorat, n'est-ce pas? C'est le monsieur, en tout cas, qui n'est pas compliqué, qui te laisse partir quand il faut. Mais avant de partir aussi, il faut s'assurer d'avoir rempli, n'est-ce pas, ses obligations. C'est ça. Même si ça ne vient pas forcément de nous-mêmes, de nos propres mains. Mais il faut s'assurer que ce qu'on a fait, n'est-ce pas, est confié à quelqu'un et se rassurer que ça a été fait. Parce qu'après, c'est ce qui envoie les complications. Donc vraiment, j'en appelle
à la responsabilité, à la conscience des hommes, parce que c'est très intéressant quand vous voyez les femmes des autres dehors. Oui. Voilà, on dit voilà, le ministre, ce sont des femmes aussi qui ont une vie familiale. Oui. Quand elles sont pas à la maison et qu'elles sont dehors, ce sont des hommes qui font le sacrifice de les laisser partir. C'est ça. Et donc, c'est très important d'être beaucoup regardant sur ce pan-là. Bien observer la personne avec qui on veut partir, en fonction de ce qu'on veut faire. Oui. Voilà. Et ça demande beaucoup de discipline. Okay. Beaucoup de discipline d'organisation. Voilà. Je suis présentement impliquée dans l'organisation d'un colloque, d'un colloque international. Je suis en même temps impliquée aussi en tant que coordonnatrice de la journée d'hommage de la militante AEM6 dans le cadre de cinquantenaire. Voilà. Et en même temps, dans la même période, j'ai plus de 5 soutenances à préparer. Wow. Et donc, ça demande beaucoup de discipline et d'engagement. Il faut s'asseoir semaine par semaine, écrire exactement ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Et prendre l'engagement de respecter ces différents programmes-là. Faites tout pour ne pas qu'il y ait débordement. Donnez du temps. Quand vous sortez le matin, très tôt, à 5 heures, n'est-ce pas? Vous n'allez pas passer totalement toute la journée dehors. Même si vous vous partez et que vous passez toute la journée dehors, 1-2 jours, il faut se rassurer, prendre du temps au cours de la journée même, appeler les enfants, appeler à la maison, comment ça va? Déjà par les mots, trouver les enfants au moment où vous rentrez à la maison, les saluer, les faire un coucou. C'est très important parce que ma fille me disait un jour, maman, pourquoi hier, aujourd'hui, on ne s'est pas vu? J'ai dit, voilà, maman était beaucoup occupée. Quand je sortais, vous dormiez. Quand je rentrais, vous dormiez. Mais elle m'a dit, maman, est-ce que tu es venue nous saluer? Est-ce que tu es venue nous faire un coucou? J'ai dit, oui, je vous ai fait un coucou. Ah, d'accord, on dormait vraiment, on n'a pas su. Et c'est ça aussi. C'est ça, ouais. Parce que c'est notre responsabilité. Et ça va permettre aussi, n'est-ce pas, ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation. C'est ça, oui. Parce que l'enfant ne doit pas toujours voir la maman, n'est-ce pas, qui est la première responsable de l'éducation partie. Toujours une mère qui part, finalement. Qu'est-ce que l'enfant, comment est-ce que l'enfant va apprendre? Donc, il faut trouver le cadre aussi, donner du temps. Il faut, implanter des traditions à la maison. Et alhamdoulilah, nous, au niveau de la famille, c'est chaque soir entre Maghrib et Isha, les enseignements. On lit quelques hadiths, on révise nos sourates et on fait les prières ensemble. Tous les jours quand on est là. Et quand papa aussi est là, il nous accompagne. Et c'est ce travail-là que nous faisons tout le temps. S'organiser, ne pas que un aspect de votre vie empiète trop sur l'autre. Remplir ses obligations professionnelles, remplir ses obligations familiales, et remplir aussi ses obligations communautaires. À un certain moment, il peut arriver qu'on donne beaucoup plus de temps. Ça dépend des challenges qu'on a. Actuellement, mon challenge, je vous disais, c'est le colloque. C'est la journée d'hommage que j'organise. Mais c'est aussi le CP de ma petite fille, n'est-ce pas, qui est en classe de CM2. Et en fonction de ça, il faut s'organiser et réussir, par la grâce d'Allah. Alors, ça m'amène à une question qui est d'actualité. Hein. Quel regard, en tant qu'aujourd'hui femme musulmane quand même accomplie, mère de famille, intellectuelle, quel regard par rapport à la question du féminisme aussi, de l'affirmation, tout ce qu'il y a, tout ce discours, toute cette terminologie autour des droits de la femme. Quel regard? Oui, les droits de la femme. Vous savez, nous sommes dans un monde, quelques décennies déjà, où tout le monde s'oriente vers les droits de la femme. Et quand on parle du genre, c'est devenu une thématique transversale. On aborde cette question-là un peu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde que nous avons aujourd'hui, que ce soit le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui ou le monde futur, ne peut pas atteindre son développement, n'est-ce pas, sans les femmes. Et il serait, idiot entre griffes, n'est-ce pas, de penser qu'on peut atteindre un développement sans les femmes. N'est-ce pas? Parce que les femmes font partie de cette société-là. Les femmes aussi, elles ont leur place. Je dis, elles ont toutes leur place. Mais après, il faut savoir raison garder.
surtout dans le cadre de notre religion, quand on est à la maison, l'homme est le chef. Mais quand on sort, la femme a toute sa place. Elle peut occuper des postes de responsabilité. Et là, je lui ai dit, et l'islam lui donne ce droit-là. Je lui ai dit, aux hommes, nous ne sommes pas en train de rivaliser quoi que ce soit. C'est une question, je le disais, d'enjeu, de développement, de justice sociale, d'équité, n'est-ce pas? Et ça passe aussi par les femmes. Ça passe aussi par les femmes. Les femmes sont les plus pauvres, n'est-ce pas, du genre. Elles sont les plus pauvres. Elles sont celles qui de leur situation sociale, n'est-ce pas, traversent des injustices liées à la violence. Et c'est dommage. Et c'est tous ces différents éléments-là, aujourd'hui, qui ont soulevé, n'est-ce pas, et créé tous ces crachats-là autour du féminisme, des valeurs de la femme. Mais en tout cas, nous, en tant que femmes africaines, nous avons nos valeurs. En tant que femmes musulmanes, nous avons nos valeurs. Et je l'ai dit, ce n'est pas une question de rivalité avec les hommes. Nous sommes avec vous, nous travaillons avec vous et nous avons le même objectif, réussir le développement de notre pays, réussir, n'est-ce pas, le développement de notre religion. Partant de là, quel conseil on pourrait donner à une jeune fille aujourd'hui qui aujourd'hui est à l'école, rêve d'une carrière professionnelle, d'une vie familiale, mais on sait que le monde est troublé. Dans ce monde si troublé, quelques indices, quelques repères à une jeune fille qui voudrait dire « Ah, je voudrais faire comme docteur Amisha ». Alors, pour une jeune fille qui aimerait faire comme moi, déjà, ça commence par le cocon familial. Vous êtes issu d'une famille. Les parents sont ceux qui nous aiment plus. Sont ceux qui nous aiment le plus. Il ne faut pas prendre des décisions, n'est-ce pas, qui mettent à mal votre relation avec les parents. Et ça, c'est très important. Quand vous quittez la maison et que vous dites que vous partez, par exemple, dans un cadre de militantisme ou dans un cadre de bénévolat ou encore à l'école, il faut s'assurer que certaines responsabilités, certaines petites tâches que les parents vous ont confiées à la maison soient accomplies. Il faut respecter les parents. Il faut respecter les parents. Il faut respecter les parents. Malheureusement, je ne vais pas accuser les parents eux-mêmes, mais cette fois-ci, je vais accuser les jeunes eux-mêmes. Je vais accuser les jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent pour exemple d'autres amis. Et c'est dommage. Les parents, je l'ai dit, c'est ceux qui nous aiment le plus. Et ça commence à la maison. Et les parents, plus le parent est satisfait de votre comportement, il va vous accompagner. Qu'est-ce que tu veux faire, ma fille? Je veux faire telle chose. Le parent vous accompagne. Et en dehors du cadre familial, vous êtes à l'école, il faut être une jeune fille sage. Il faut être une jeune fille sage. Il faut avoir un groupe, mais un groupe qui vous inspire, un groupe qui vous oriente vers le bien. Et pour les jeunes filles musulmanes particulièrement, nous avons le cadre de l'AMC qui nous oriente. Il y a des groupes de bénévolat où on peut apprendre à faire certaines choses. Et je le dis, l'école, ce que nous faisons à l'école, notre spécialité, en fait, pas notre spécialité, la filière dans laquelle nous sommes inscrites n'est pas forcément celle dans laquelle nous voulons travailler. L'école permet d'ouvrir l'esprit. C'est ça, oui. Ça permet d'ouvrir l'esprit et ça permet de nous orienter. Et donc, pour la jeune fille et pour les jeunes de façon générale, il faut trouver, n'est-ce pas, cette intelligence-là de pouvoir se reconvertir quand on a la possibilité. Aujourd'hui, les jeunes ont la possibilité de bénéficier de certaines formations via Internet. Des formations de 3 mois, de 6 mois pour acquérir certaines compétences et regarder, n'est-ce pas, le tableau du marché. Aujourd'hui, on ne s'oriente pas pour s'orienter. Il faut regarder dans le tableau du marché. Qu'est-ce que je peux apporter, n'est-ce pas, qui peut être bénéfique pour telle communauté? Qu'est-ce que je peux apporter qui peut être bénéfique pour telle société? Et c'est comme ça qu'il faut faire les choix. Et les choix, il y en a plusieurs. Alors, je pense qu'il y a quelque chose quand même en tant
aujourd'hui, je veux dire, tes étudiantes, dans le cadre de ton travail, est-ce qu'aujourd'hui, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé quels sont des points de repère que tu peux donner à des jeunes, mais aujourd'hui, dans le cadre même de ton travail, bien entendu, tu encadres des étudiantes, il y en a qui te voient. Aujourd'hui, quels sont leurs rapports avec? Est-ce que facilement elles viennent vers toi? Ou bien elles sont plutôt, j'allais dire, c'est un regard distant? Ou bien celles qui viennent aujourd'hui, généralement, quelles sont les préoccupations de ces étudiantes-là, que tu encadres le plus souvent? Alors, quand je prends contact avec des étudiants dans une classe, mon premier réflexe, c'est de me présenter. Voilà, de me présenter pour briser un peu, n'est-ce pas, le miroir entre nous. Donc, je me présente, je leur dis d'où je viens. Je leur parle un peu de mon enfance, je leur parle de mon parcours universitaire et j'entends toujours les waouh. Je leur dis, j'ai fait cette université-là et Dieu a fait que c'est pas un hasard que je me retrouve encore. Donc, tout ce que vous avez traversé, peut-être que ce n'est pas forcément au même niveau, mais je les ai aussi traversés. Okay. Donc, je leur raconte mon histoire pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas en face une personne extraordinaire. Voilà, qu'ils ont en face une personne qui a commencé comme elle, n'est-ce pas? Et qu'eux aussi, ils peuvent devenir et même devenir plus. Ouais. Elle me pose souvent les questions de logement. Il y a les questions de logement, il y a des questions de déplacement, de transport. Mais pour la plupart, j'avoue que ça va. Ça va. Ces cas dont j'ai évoqué là, c'est vraiment quelques cas minimes qui ne font pas la généralité. Okay. Mais vous savez, je ne suis que leur enseignant, docteur Amicha. C'est ça, ouais. Je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, juste les soutenir par des mots et raconter aussi les histoires et dire que ce sont des expériences qui vont passer. Il y a aussi le cas de certains étudiants, ça, on ne va pas le cacher, qui sont harcelés, n'est-ce pas? Souvent par des responsables, n'est-ce pas? Étudiants même, des responsables étudiants, dans le cadre administratif, associatif. Il y a aussi des enseignants, n'est-ce pas? Qui prennent des engagements avec elles et qu'elles aussi, par la facilité qu'il y a et après les engagements ne sont pas respectés. Donc, on essaie quand elles viennent vers nous, on essaie de leur donner des conseils, de les exhorter et puis de les orienter autant que nous pouvons. Ouais, ça me pose la grande question. Je me rends compte qu'on s'est dit qu'à l'université, les gens sont responsables, que c'est des majeurs, c'est des enfants encore. Moi, je me dis souvent que peut-être qu'il faut militer pour qu'il y ait des centres d'écoute pour ces étudiants. Est-ce que l'université a vraiment un centre où les enfants, enfin, les étudiants peuvent aller quand même soumettre leurs préoccupations qui sont souvent peut-être, je veux dire, un accompagnement, puisqu'on est dans le domaine de la psychologie, Bien sûr. Un accompagnement de ces gens, est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui quand même? Oui, c'est nécessaire. À ma connaissance, il n'en existe pas. Oui. Voilà, donc, je suis à l'UFR de SH, je n'en ai jamais entendu parler. Oui. Je suis au département, je n'en ai jamais entendu parler. Donc, chaque enseignant gère au cas par cas. Voilà. Mais j'avoue que c'est vraiment très important. Oui. C'est vraiment très important qu'ils puissent avoir une cellule. Quand les cas arrivent, ça va souvent jusqu'à chez le premier responsable, les directeurs, les doyens, qui trouvent les moyens, en tout cas, de les gérer. Mais de façon générale, ce sont les collègues qu'on protège. Ce sont les responsables étudiants eux-mêmes qu'on protège. Et malheureusement, les jeunes filles étudiantes ne sont pas toujours, n'est-ce pas, pris en compte. Bien, on tend vers la fin de notre entretien. Je voudrais quand même que, docteur, tu puisses, sûrement que tu l'as connu, le cheikh Boakari Fofana, Rahimullah. Quelle idée, j'allais du gars de lui, quelle impression tu as du travail qu'il a laissé pour nous? Vraiment, quand vous me posez cette question, j'en ai des frissons, n'est-ce pas, ce que ma mémoire peut soulever de cet homme-là. Alhamdulillah, j'ai eu la chance de le connaître, de l'approcher.
Voilà, par le biais du comité exécutif de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Nous partons le rencontrer souvent pour bénéficier de ses conseils, pour bénéficier de ses encadrements, pour bénéficier de ses orientations. Et en tout cas, j'avoue que j'étais très impressionnée par son parcours de cadre, n'est-ce pas, musulman, très engagé pour la communauté en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Sa tournée qu'il a faite, n'est-ce pas, avant son départ, a été vraiment la Céris. Nous l'avons écouté. Il a laissé des paroles inspirantes qui résonnent toujours dans nos têtes. Et c'est quelqu'un qu'on ne va jamais oublier. Et à chaque fois, je lui dis que je dois sortir le chèque. Ça sort toujours Boakari Fofana. J'ai encore du mal, quoi. Je ne me suis pas encore habituée à un autre nom. Qu'Allah lui fasse miséricorde là où il se trouve. Et je suis qu'à tous nos défunts. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous dis merci. Ce n'est pas habituel de nous avoir permis quand même de mieux te connaître, de te laisser découvrir. Et ça a été un plaisir. J'espère aussi que ça a été le cas pour tous ceux qui nous ont regardés, qui nous ont écoutés. C'est le podcast Génération Leader de la Fondation Cheikh Boakari Fofana. Et nous avons eu le plaisir avec Dr Diarra Souba, né Amisha Wouria. Et nous espérons découvrir une autre personne très prochainement. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Parce que l'objectif, c'est de créer des vocations, de donner des envies. Et je pense que le cas du docteur est un très bel exemple. Merci beaucoup et portez-vous bien. À la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.